On commence avec vous, Hervé Lextrait. Vous êtes chef du département producteur de RDF. On l'a vu avec la table ronde précédente. Le gestionnaire de réseau RDF a longtemps été montré du doigt comme étant un frein au développement de l'autoconsommation en France. Pourtant, le comité de concertation des producteurs du 12 mai dernier a montré que RDF avait la volonté de faire évoluer son cadre contractuel pour accompagner l'autoconsommation. Donc, où en est-on très concrètement aujourd'hui, Hervé Lextrait? Vous êtes très attendu. Oui, effectivement, j'ai l'impression d'être attendu au tournant. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Donc, en tout cas, je suis ravi d'être là ce matin parmi vous pour essayer de vous convaincre que RDF a bien pris le virage de l'autoconsommation et adapte son cadre contractuel pour faciliter le développement de l'autoconsommation. Alors, je vais essayer de comprendre le fonctionnement de la ZAPET. Alors, vous appuyez sur le bouton vert et normalement tout vient. On m'a donné 2. Alors, je pense que c'est l'autre. Voilà. Ça fonctionne. Voilà, donc pour démarrer, j'aime bien démarrer par ces petits graphes, classiquement. On y revient souvent, mais c'est toujours intéressant de voir dans quelle dynamique on se situe dans le développement des ENR sur le réseau de distribution. Et ça remet un peu en perspective ce développement. Voilà qu'il a démarré il y a une dizaine d'années sur le réseau de distribution, d'abord par l'éolien, et puis il y a un peu plus de 5 ans avec le photovoltaïque. Et ERDF raccorde toujours, tous les ans, autant de ENR depuis 5 ans, à peu près 2 gigawatts par an, ce qui est énorme, ce qui est très important. Et donc on se situe toujours dans cette dynamique de développement. Donc ça se répartit à peu près moitié-moitié entre l'éolien et le photovoltaïque. Mais voilà, je tenais quand même à le rappeler, parce que quand on parle d'autoconsommation, certes c'est une nouvelle manière de valoriser son énergie, mais finalement ça n'est que la continuité du développement du photovoltaïque en France. Alors ce qu'il faut aussi préciser, on dit là, à fin mars on est à 5,4 gigawatts de puissance installée en photovoltaïque raccordé aux réseaux de distribution du RDF. La dynamique est toujours puissante. Ce qu'on ne voit pas dans ce graphe, par contre, c'est que la tendance est plutôt vers des installations de grosse puissance, c'est-à-dire qu'on raccorde moins d'installations de petite puissance du marché de masse et davantage d'installations de grosse puissance. Donc en puissance installée, on est toujours sur la même dynamique, mais par contre, effectivement, il y a une inversion de tendance entre le petit PV et le gros PV. Voilà. Alors, mon intervention, elle est très orientée marché de masse résidentiel, petit PV. J'ai bien noté lors de la table ronde précédente des interpolations au sujet du secteur plutôt tertiaire. Donc je n'évacue pas les questions, mais peut-être que j'y répondrai. Elles viendront après. Elles viendront après, voilà. Elles viendront après, oui. Absolument. Tout à fait. On vous laisse développer voilà. les bonnes nouvelles, en fait. Alors, tout à fait. Je pense arriver en terrain conquis avec des bonnes nouvelles. On fait évoluer notre cadre contractuel pour accompagner l'autoconsommation, ça je l'ai dit, et je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Une histoire qui est liée justement à une nouvelle convention, la convention d'autoconsommation que l'on a publiée tout récemment, fin mars. Sans injection, hein, il y avait... Tout à fait, une convention d'autoconsommation sans injection. On a même modifié le titre pour rendre plus compréhensible sa finalité. Et donc, elle vise à simplifier les démarches, justement, pour les clients qui autoconsomment la totalité de leur installation de production et qui donc n'injectent pas sur le réseau. Alors pourquoi pour ces clients-là il y a une convention spécifique? Tout simplement parce que quand on n'injecte pas sur le réseau, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle un contrat d'accès au réseau. Et comme on n'a pas besoin d'un contrat d'accès au réseau, eh bien on a une convention qui est plus simple, plus facile à signer avec le gestionnaire de réseau, mais qui est néanmoins nécessaire. Pourquoi? Parce que notre premier rôle, lorsqu'on raccorde une installation de production, bien sûr c'est de raccorder, mais c'est aussi de s'assurer que cette installation elle va fonctionner en totale sécurité avec le réseau de distribution. Donc on a vraiment un enjeu de sécurité qui est couvert par cette convention, qui est une convention de raccordement sans le dire. Voilà. Donc cette convention elle est nécessaire. On l'a concertée comme tous nos documents contractuels. La concertation a été longue, on avait démarré au mois de juillet l'année dernière, elle a été très riche, il y a eu énormément de contributions de la part des acteurs, des représentants des producteurs, et donc est apparu au cours de cette concertation le point qui préoccupait nos clients, c'est cette condition de non-injection, alors qui est consubstantielle
à cette convention, puisqu'elle vise justement les installations qui n'injectent pas. Donc ce point a été soulevé. Les représentants des producteurs auraient souhaité qu'on n'interdise pas l'injection, mais ne pas interdire l'injection, c'est du coup l'accepter, et qui dit l'accepter dit il faut un contrat d'accès au réseau. Donc c'était un petit peu la quadrature du cercle. Il a fallu se comprendre. On a du coup différé la publication de ce document pour s'expliquer, et à l'issue de ce délai, on a considéré que nous devions le publier parce que c'était une réelle avancée, un réel progrès pour les clients qui font de l'autoconsommation totale. Donc sans ce document, il y avait certains blocages qui nous avaient été signalés par les fédérations de producteurs en termes de puissance installée, en termes des conditions sur la propriété de l'installation par rapport aux locataires, par exemple, sur l'interdiction de stockage que nous avons enlevée grâce à cette nouvelle convention. Nous avons aussi garanti des délais de mise en service courts, sous 15 jours. On autorise aujourd'hui la transmission de ce document via un portail internet, ce qui facilite énormément les échanges. Donc voilà, nous avons décidé, en connaissance de cause, de la publier parce que nous pensons que c'est un réel progrès pour les clients qui font de l'autoconsommation totale. Et elle a été publiée en mars, c'est ça ? Elle a été publiée fin mars. Et je tiens à signaler aussi que autoconsommer nécessite de disposer d'un compteur électronique. Alors je vais parler de Linky tout de suite après, mais jusqu'à présent c'était un compteur électronique. Et ce remplacement de compteur, on le prend en charge. On a décidé de le prendre en charge, ERDF, justement pour qu'il n'y ait pas de surcoût à financer par les clients qui font de l'autoconsommation. Oui, vous comprenez que ça a pu être mal vécu, cette interdiction d'injecter le surplus. Alors, en disant ça y est, il nous bride encore. Oui, alors c'est effectivement, je suis d'accord, la manière dont ça a été interprété et véhiculé très largement sur les réseaux sociaux. Votre question me permet de le démentir très fermement. ERDF n'a jamais interdit d'injecter sur le réseau, jamais. Il y a un contrat qui existe pour ça, c'est un contrat d'accès au réseau. Il existe depuis plus de 10 ans et ça a été signalé d'ailleurs par la DGEC ce matin. Ce contrat, il décolle, c'est-à-dire qu'il y a une appétence nouvelle pour autoconsommer et injecter un surplus. Ça a été dit ce matin, on a en 2015 pratiquement doublé le nombre d'installations qui autoconsomment avec injection de surplus. Depuis le début de l'année, on est à plus de 1000 installations qui ont fait ce choix-là également. Donc, ce qui veut dire que si on suit cette tendance, en 2016, on va encore doubler ces installations qui autoconsomment avec injection de surplus. Donc c'est la preuve manifeste que RDF n'interdit pas l'injection. Mais économiquement, ça valait interdiction, vous êtes d'accord avec moi, pour quelques kilowattheures de plus, les coûts de raccordement étaient tels que c'était difficilement soutenable. Alors, voilà, c'est tout à fait la bonne question qui est posée, c'est que finalement ce débat, il a permis de bien comprendre l'origine du besoin exprimé par les organisations, les associations des producteurs. Alors, les questions qui restaient à instruire suite à ce long débat, on a décidé de les traiter à ERDF, on s'y est engagé. Et effectivement, ce sont des questions liées au coût de raccordement pour les installations qui injectent un surplus. Alors, ces coûts de raccordement, ils sont variables. Variables pourquoi ? Parce que ça dépend des configurations de l'installation et ils figurent dans un barème qui est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. C'est le barème raccordement. En fonction des situations, ces coûts de raccordement allaient de 160 € dans le cas le plus simple à 1000 €, on va dire, dans le cas plus compliqué. Et donc là, on comprend bien que c'est ce coût-là qui était visé au travers du débat qu'il y a eu sur cette convention d'autoconsommation sans injection. Les producteurs disaient ce coût-là de raccordement, il risque d'affecter la rentabilité de mon installation. Mais ces coûts, s'ils existent, c'est qu'ils ont une réalité. Et cette réalité, elle est liée jusqu'à aujourd'hui à l'obligation de poser un second compteur pour mesurer l'injection. Aujourd'hui, la technologie de nos compteurs actuels, qui sont des compteurs électroniques, ils ont été électromécaniques, sont devenus électroniques, permet de mesurer l'énergie dans un seul sens. Donc dès lors qu'au travers d'un même point de livraison, on souhaite soutirer et injecter, il faut deux compteurs. Donc c'est la pose de ce deuxième compteur, qui parfois est complexe, qui était facturé au travers de ce barème. Et puis il y a un deuxième coût qui est identifié, qui est le coût
de l'accès au réseau en injection, et ça c'est le TURP qui le donne, donc c'est le tarif d'utilisation des réseaux qui est fixé par la CRE, qui aujourd'hui est de l'ordre de 34 € par an. Voilà. Donc là on a bien identifié l'ensemble des coûts qui sont affectés aux clients qui autoconsomment en injectant un surplus. Donc on s'est engagé avec les représentants du comité de concertation de producteurs, donc les associations qui défendent les intérêts des producteurs, à instruire ces questions et à être force de proposition lors du dernier comité de concertation qui s'est tenu tout récemment le 12 mai. Le syndicat Enerplan a joué un rôle d'ailleurs assez... Enerplan, tout à fait, a joué un rôle fort dans la discussion, parmi d'autres. D'autres associations également se sont largement exprimées. Et comme on s'y était engagé, on est arrivé le 12 mai avec des propositions et des solutions qu'on avait échangées avec la CRE entre-temps, sur 2 points. Alors le premier point, c'est celui du coût du deuxième compteur. Et on avait échangé avec la CRE sur les possibilités techniques de faire bénéficier au plus tôt les autoconsommateurs des avancées technologiques de Linky. Je vais y venir tout de suite. Et le deuxième point, c'est nous avons proposé avec la CRE d'instruire la faisabilité de faire évoluer le contrat qui nous lie avec les fournisseurs qui ont des contrats de fourniture avec les clients. Ces contrats de fourniture sont en grande majorité des contrats uniques qui portent l'accès au réseau en sous-tirage. L'idée, ça serait que ce contrat unique porte aussi l'accès au réseau en injection, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus qu'un seul contrat, et donc on économiserait des coûts de contractualisation. Ceux dont on a parlé, c'est les coûts du TURP de 34 € par an. Donc ça, c'est une idée qui va peut-être sûrement même suivre son chemin si la CRE la reprend, ce qui est possible. Donc voilà. Je vais venir maintenant sur le sujet le plus important qui vous intéresse tous, qui est celui de Linky. L'anticipation donc de la pose du compteur voilà. Linky pour les autoproducteurs. Alors Linky, on en a tous entendu beaucoup parler, surtout pour les nouveaux services que Linky va rendre aux consommateurs, les nouveaux services qui seront proposés via les fournisseurs, parce que Linky, effectivement, apporte de grandes avancées technologiques. Ce qu'on oublie souvent, c'est un détail qui est pourtant majeur, qui a toute son importance. Comme je l'ai dit, c'est que le nouveau compteur Linky permet de compter dans les 2 sens. Alors quand on est autoconsommateur et qu'on veut injecter un surplus, eh bien ça c'est formidable, on va même dire que c'est une véritable révolution puisqu'on passe de 2 compteurs à un seul compteur. Et qui dit passer de 2 compteurs à un seul compteur dit réduction des coûts de raccordement. Alors comment ça va se passer ? Linky se déploie progressivement depuis fin 2015. Alors ce qu'on appelle un déploiement en tâche de léopard. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, mais on a la carte du déploiement sur les semestres de 2016 et 2017. C'est un léopard un peu mutant puisque ses taches sont vertes. Mais c'est un programme qui est lancé sur plusieurs années et de remplacement de l'ensemble des compteurs du marché de masse. Donc c'est un énorme programme pour RDF et la question s'est donc posée de voir à quel moment on allait déployer Linky pour les producteurs qui font de l'autoconsommation et de l'injection de surplus. Alors pour l'instant on est en vraie phase de montée en puissance pour le déploiement de Linky, c'est-à-dire qu'on a plusieurs fournisseurs de compteurs qui approvisionnent nos plateformes logistiques et l'approvisionnement prioritaire est fait pour les entreprises de pose de compteurs en masse, c'est-à-dire les entreprises prestataires qui vont remplacer les compteurs déjà en place. Par contre, pour les nouveaux clients, les nouveaux raccordements, et c'est ceux qui nous intéressent dans le cadre des nouveaux raccordements en autoconsommation, eh bien, l'approvisionnement atteindra son maximum d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que, dans un premier temps, c'est les entreprises de pose en masse qui remplacent les compteurs existants qui sont approvisionnés, et dès la fin de l'année, on pourra répondre à la demande des nouveaux raccordements, des nouvelles installations pour toutes les équiper en compteur Linky. Alors voici ce qu'on a annoncé lors du comité de concertation des producteurs, ce sont justement ces échéances. Alors pour les producteurs qui injectent leur électricité en totalité pour la vendre en totalité, donc dès l'été 2016, dès cet été, on va commencer à leur poser des Linky. Pour les clients, pour tous les nouveaux raccordements,
Pardon, IT 2016, c'est ceux qui ont déjà un compteur et qu'on va remplacer. On est dans la phase de remplacement des compteurs existants. Pour les nouveaux clients, par contre, donc soit qui font de la vente en totalité, soit qui autoconsomment avec injection de surplus, eh bien, au plus tard, au 1er janvier 2017, on les équipera d'un compteur Linky et partout, sur tout le territoire. Alors, il y a une échéance qui est importante pour nous, c'est 2018 pour les producteurs. Pourquoi ? Parce que notre système d'information, qui est très lourd, on a 35 millions de clients à gérer, eh bien, il évolue un peu moins rapidement que la technologie de nos compteurs. Et en 2018, il y a une grosse évolution qui est attendue, qui va bénéficier aux producteurs et qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de gestes, notamment le rapatriement de l'index d'injection et puis faire bénéficier de l'ensemble des nouveaux services, comme les publications de courbes de charge, à l'ensemble des producteurs. Et c'est cette échéance de 2018 qui, dans un premier temps, nous avait freiné pour déployer le compteur Linky chez les producteurs. Mais l'enjeu financier étant tel dans l'économie du coût de raccordement qu'on a trouvé cette solution ensemble avec les représentants des producteurs et avec Enerplan en particulier, c'est d'anticiper donc cette pause de compteur Linky dès la fin de l'année, au plus tard 1er janvier 2017, pour faire bénéficier de la baisse des coûts de raccordement aux clients qui autoconsomment et qui injectent un surplus. Avec une petite contrainte, mais voilà, je la signale parce qu'elle est importante. Comme nos systèmes d'information n'évoluent qu'en 2018, eh bien, les clients qui injectent du surplus avec Linky et qui seront équipés de Linky au plus tard d'ici la fin de l'année, eh bien, devront transmettre leur index en injection par téléphone au conseiller ERDF qui le saisira dans nos systèmes d'information, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a cette évolution de 2018 du système d'information qui nécessitera du coup cette petite contrainte, mais qui est franchement légère, parce que la plupart du temps, eh bien, il y a un index annuel qui est nécessaire, notamment pour l'obligation d'achat, pour émettre une facture annuelle. Donc ça sera un coup de fil à passer en un an. Donc c'est une contrainte qui est relativement légère et acceptable pour faire bénéficier au plus tôt de l'économie. C'est une année de transition, on va dire. C'est une année de transition, tout à fait. Pour conclure. Alors pour conclure, une baisse des coûts de raccordement qui va être proposée par ERDF à la CRE dans une adaptation du barème raccordement. Et on est effectivement en cours, totalement en cours. Donc on s'engage pour diminuer les coûts de raccordement grâce à Linky. Le bénéfice est systématique pour toutes les installations de production, hein, pas que pour l'autoconsommation. Il y aura aussi un bénéfice pour les installations de production qui injectent en totalité, puisque pour celle-là aussi, il y avait 2 compteurs, et bien là, il n'y en aura plus qu'un. Donc il y a une baisse pour toutes les installations de production. On propose de le faire au travers d'un avenant au barème actuel. Donc c'est une simple mise à jour des tableaux de prix dans certains chapitres. Pour que ça aille vite, on propose une procédure accélérée de concertation. On se doit de concerter tous les barèmes et c'est en cours. On a lancé la concertation la semaine dernière. Et donc le résultat, c'est en moyenne une baisse de 500 € hors taxe, donc 600 € TTC dans les coûts de raccordement des installations d'autoconsommation avec injection de surplus. Donc dans 80% des cas, le coût résiduel sera nul, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun surcoût de facturé. Dans 20% des cas, il restera un coût facturé qui est nécessaire parce que dans 20% des cas, il manque un dispositif de sectionnement. Alors ce sont pour les branchements aériens ou en toiture. Et donc c'est la facturation de ce dispositif de sectionnement résiduel qui demeurera. Voilà, donc, dans 80% des cas, le coût sera nul et il restera l'appareil de sectionnement dans 20% des cas. En moyenne, ça fait 600 € TTC en moins pour tous les autoconsommateurs. On est en train de consulter justement ce barème. C'est la deuxième quinzaine de mai, on y est, je vous l'ai dit, ça a été envoyé vendredi. On termine ça début juin et on espère une entrée en vigueur possible de ce barème début octobre. Ça s'appliquera donc à tout le monde dès début octobre, si on parvient à resserrer les délais, notamment grâce à la CRE qui pourrait délibérer plus rapidement que d'habitude sur ce barème, ce qui permettrait de faire entrer en vigueur le barème au plus tôt, parce qu'il faut un délai de 3 mois entre la délibération et l'entrée en vigueur du barème. Voilà, donc là on est sur une hypothèse d'entrée en vigueur début octobre, donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour début octobre. Merci beaucoup Hervé Lextré. On retrouvera, il y a une petite présentation aussi sur le BPOS qui est
passionnante, mais on la retrouvera sur le site internet. Très bien. Comme on doit gérer le temps. Merci beaucoup en tout cas pour ces bonnes nouvelles. Merci Hervé Lextré. Vous allez vous asseoir. On poursuit avec vous, Alexis Gélé. Vous êtes chef des services développement des réseaux d'énergie de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Alors, quelle est votre vision, vous, de la transition énergétique? Comment l'accompagner? Et vous m'avez dit clairement que vous vous situiez du côté du réseau, en réaction de certaines positions d'ailleurs. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous envisagez la transition énergétique, côté réseau. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Donc la FNCCR, c'est une association d'élus qui regroupe des élus en charge du bon fonctionnement du service public de distribution d'électricité, service public qui est un service public local, comme la distribution d'eau et d'autres choses. Et donc nous sommes effectivement tournés réseau, mais en fait on est tourné plus précisément sur le service public de distribution. Le réseau est un avatar, en quelque sorte, un mal nécessaire pour que le service public de distribution d'électricité puisse être rendu pour satisfaire aux besoins d'énergie des populations. Donc, notre préoccupation première, c'est que le service public fonctionne bien. Et pour ça, il faut que le système électrique fonctionne bien. Voilà, donc on est particulièrement attentif à ces considérants. Pour rebondir sur votre question, la transition énergétique est effectivement un sujet qui nous intéresse, sur lequel nous sommes moteurs. On a bien vu avec la loi de transition énergétique que l'essentiel de la transition énergétique va se faire sur les territoires. Comme on dit avant, on disait en province, maintenant on dit sur les territoires. Mais c'est bien des actions concrètes, locales, qui vont pouvoir aller dans le sens voulu et défini par la loi en termes de mix énergétique, puisque les énergies renouvelables sont par nature réparties uniformément sur le territoire. Enfin, uniformément, ça dépend pas ça de la latitude, mais c'est pas, on n'est plus à l'ère des centrales, on est à l'ère d'une répartition de capteurs d'énergie, que ce soit l'éolien, que ce soit le photovoltaïque ou voire l'hydraulique, qui sont vraiment là où l'énergie est, et non pas là où on décide de l'exploiter. Donc on est tout à fait conscient et enthousiaste à l'idée de conduire et de permettre aux élus d'élaborer et surtout de conduire et de mener à bien des politiques énergétiques pour leur territoire. D'accord, très bien. Donc vous dites renvoyer un peu de surplus sur le réseau, ça ne peut pas marcher. Alors expliquez-nous un petit peu. Si ça marche, heureusement. Sinon, on n'aurait que de la demande et pas d'offre. Non, ce qui n'est pas possible. Qu'est-ce qui vous dérange dans l'autoconsommation? Ça ne dérange pas. Enfin, ça ne dérange pas. C'est devant nous et c'est tout à fait salutaire et ça contribuera de façon très efficace à la transition énergétique et ce sera immanquablement pris en compte dans les politiques énergétiques territoriales. Simplement, c'est un phénomène, c'est une façon d'appréhender la question du photovoltaïque un peu différente. On avait jusqu'à maintenant l'obligation d'achat, qui était une solution économique pour promouvoir le photovoltaïque. On est maintenant dans une perspective où il n'y aura plus besoin d'aide publique, en tout cas pas sous forme d'une obligation d'achat, d'un prix supérieur au prix de marché, pour que ça puisse advenir. Physiquement, ça ne change pas grand-chose pour le réseau, puisque au bout du compte, physiquement, l'énergie, elle va continuer, les électrons vont continuer à circuler comme avant sur les réseaux. Ce qui change, c'est le caractère contractuel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a ou pas passage par le compteur, puisque pour qu'il soit contractuel, il faut que ce soit compté. Et voilà. Donc jusqu'à maintenant, avec l'obligation d'achat, il y avait effectivement un compteur dédié à ça. Maintenant, s'il y a de l'autoconsommation, si elle est totale, si elle est sans injection, il n'y a effectivement plus besoin de compteur pour la compter. Donc ça simplifie forcément à la fois la technique et l'administratif. Mais c'est simplement ce qui n'est pas envisageable, c'est une injection sans comptage.
Voilà, c'est pas l'injection, c'est pas l'injection du surplus parce que Linky va pallier sa passion. cette difficulté. Linky est là pour ça. Et parfait, on s'en félicite. Et d'ailleurs, j'observe et je remarque que nous sommes dans une audience qui a l'air de, enfin, qui, je suppose, est assez favorable à l'arrivée de Linky, contrairement à d'autres audiences qui s'en émeuvent. Mais voilà, c'est. Vous allez loin. Vous dites même le réseau n'est pas une poubelle. Oui, c'est une façon un peu triviale de dire ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'il y a nécessité de faire l'équilibre entre l'offre et la demande. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace disponible où on pourrait mettre quelque chose dont personne ne veut. Donc pour vous... On a même, d'ailleurs encore récemment, eu des épisodes où l'énergie électrique, l'électricité avait un coût négatif, ce qui montre bien qu'à des moments, on est embarrassé par l'électricité qu'on produit, puisqu'on n'a pas de demandeur à mettre en face. Donc pour vous, l'injection nécessite un responsable d'équillibre. Absolument, voilà, donc c'est la seule solution. Enfin, après ça, on peut... je vais faire la transition avec la question des coûts de raccordement. Il s'agit... un des moyens de réduire ou de gérer les coûts de raccordement, c'est déjà... d'optimiser en quelque sorte la puissance installée, en tout cas la puissance d'injection, par rapport à la capacité ou au dimensionnement nécessaire des ouvrages sur le réseau. Donc il faut que les réseaux, non seulement il faut qu'il y ait un responsable d'équilibre, mais il faut aussi qu'il y ait la capacité technique de transit dans les réseaux pour pouvoir acheminer l'électricité jusque là où il y a un besoin. Donc d'ailleurs, à ce propos, je profite pour dire qu'il faut bien faire la différence entre les flux physiques sur le réseau et la dimension contractuelle entre un fournisseur et un acheteur, qui peuvent être distants les uns des autres. Ça n'empêchera pas l'électricité de passer par là où il faut qu'elle passe. Donc il y a pour réduire les coûts de raccordement, il y a déjà une première démarche qui consiste à regarder globalement la problématique du dimensionnement de l'investissement, à la fois sur l'installation, à la fois sur le réseau. Donc pour ça, on demande, et on a demandé depuis un certain temps à ERDF, d'ouvrir, enfin d'accepter l'idée qu'il puisse y avoir sur le réseau raccorder des installations avec une puissance installée supérieure à la puissance souscrite. La puissance souscrite qui détermine le dimensionnement des réseaux, sachant que la puissance installée, ça dépend de la taille des panneaux. Alors bien sûr, pour accepter ça, il faut que la puissance, que le réseau, en quelque sorte, soit protégé contre l'écart entre la puissance souscrite et la puissance installée. Et donc, ça renvoie les porteurs de projets à prendre contact le plus en amont possible avec le gestionnaire de réseau pour aborder ces questions-là, pour avoir une approche globale des ouvrages à réaliser, voilà, pour avoir la possibilité de choisir, d'optimiser en quelque sorte le coût global de l'opération. Hervé Lextré, vous voulez réagir ? J'abonde tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. La question de la bonne insertion dans le réseau de la production décentralisée, et en particulier photovoltaïque, en autoconsommation, elle est quelque part régulée par le prix du raccordement. C'est le prix du raccordement de ces installations qui va donner une indication sur la capacité du réseau à absorber l'énergie injectée. Donc ce prix il est directement lié au dimensionnement du réseau. Alors pour que l'autoconsommation se développe de façon harmonieuse avec le réseau, première chose, c'est qu'il faut éviter d'avoir des pointes d'injection qui soient supérieures aux pointes de consommation, parce que du coup, il faut surdimensionner le réseau pour pouvoir accepter ces points d'injection. Et puis si on veut par contre un effet bénéfique d'autoconsommation pour le réseau, eh ben, il faut veiller peut-être via des automatismes, de la régulation du pilotage ou du stockage,
à faire baisser à la fois la pointe d'injection et la pointe de consommation. Et donc si on arrive à faire baisser ces deux pointes, eh bien, le réseau sera dimensionné au plus juste et il pourra y avoir des économies sur le coût du raccordement. Voilà, mais ça n'est pas complètement évident parce que souvent la surface disponible pour installer des panneaux photovoltaïques est telle qu'on génère des pointes d'injection qui sont supérieures à la consommation des bâtiments sur lesquels ces panneaux sont installés. Donc il y a vraiment un travail de conception à faire sur un projet pour éviter d'avoir à financer des renforcements de réseau qui sont nécessaires dès lors qu'on a des points d'injection qui sont générés par le panneau ou par les panneaux. Oui, on verra qu'il y a des offres qui respectent vraiment les talons pour éviter ces choses-là. Pour conclure, Alexis Gélé. Alors, je ne sais pas si ce sera une conclusion, mais je voulais, si vous le permettez, aborder un autre moyen de réduire les coûts d'accès au réseau que la Fédération préconise depuis plusieurs années, c'est la réinstitution de la réfaction sur les raccordements des producteurs. Alors, réfaction qui, je m'empresse de le dire tout de suite, s'accompagnerait d'un timbre d'injection, bien sûr, puisqu'il ne s'agit pas non plus de faire porter le coût de cette réfaction à l'ensemble des consommateurs, mais bien aux producteurs eux-mêmes, simplement avec un décalage dans le temps, lissé dans le temps, ce qui fait que ça permet de réduire la barrière à l'entrée du raccordement. Mais cette disposition n'a pas que pour effet de lisser dans le temps la charge pour les producteurs. Elle permet aussi d'optimiser ou d'améliorer l'ingénierie concernant la conception des ouvrages de raccordement. Alors, je vais te dire qu'il ne s'agit pas de mettre en cause les personnes physiques qui œuvrent à cette élaboration, à cette réflexion. Il s'agit simplement d'un comportement économique des personnes morales. Les personnes morales ne deviennent intelligentes que sous la contrainte. Donc, avoir un signal financier qui consisterait du coup pour le gestionnaire de réseau à voir financer une partie de ses travaux par le TURP, par le tarif d'utilisation du réseau, donc qui vient lui aussi dans le courant, c'est bien aussi une contrainte financière pour le gestionnaire de réseau, c'est tout à fait clair, puisqu'il va falloir qu'il ait la capacité de financement de la différence entre les deux, puisque là où lui aussi, il aura une recette qui va être étalée dans le temps par rapport à un investissement qu'il fait tout de suite. Mais voilà, c'est aussi prendre en compte la réalité économique et en considérant que la suppression de la réfaction n'a pas forcément été, de notre point de vue, ou en tout cas d'après notre analyse, forcément une bonne chose. Merci beaucoup, Alexis Gélé. On verra peut-être tout à l'heure les questions sur vos propositions. On va prendre un peu de recul avec vous, Jean-Michel Glachan. Vous êtes directeur de la Florence School of Regulation. Vous allez nous faire découvrir les nouvelles expérimentations de réseaux électriques, les structures tarifaires et le développement de l'autoconsommation, en Europe notamment, c'est ça ? Oui. Oui, vous verrez que j'ai beaucoup simplifié. Oui, vous avez raison. Le but était que... Je crois que la simplification est un mot qu'on aime tous. Le but ici. étant qu'on puisse tous se comprendre immédiatement. Allez-y, Jean-Michel Glachan. Ah, ça fonctionne comment? Je dois avoir 3 mains, donc la troisième est ici. D'accord. Merci. Vous avez votre présentation et vous avez la zapette qui vous permet de... Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici car je suis français mais expatrié depuis 8 ans. Expatrié heureux, hein, je ne me plains pas, mais revenir à Paris est toujours une joie. Mais aujourd'hui, un choc, je ne connais qu'une personne dans la salle. Incroyable, j'étais en Azerbaïdjan à New York les mois derniers, il y avait 10-15 personnes que je connaissais. Je n'ai pas vu de salle inconnue depuis Pékin au mois de décembre. Donc je vais d'abord me présenter parce que je suppose que vous non plus, vous ne me connaissez absolument pas. Et puis après, je vais vous dire ce que je voudrais vous dire. Alors ça marche comment? Comme ça, non? Comme ça, oui. C'est la petite zapette, l'autre. Il y a 10 000 systèmes différents. C'est ici. Ah, c'est ça, voilà. Voilà. Ok. Allons-y. Vue d'avion. Je suis directeur d'une école de régulation européenne de l'énergie. C'est totalement mon sujet. Je ne fais que ça à temps plein, depuis 8 ans. Et cette école elle-même a 12 ans. Elle a été créée par les régulateurs européens de l'énergie.
Deuxièmement, moi-même, je ne travaille que dans le secteur de l'énergie depuis 22 ans. Je ne sais rien d'autre, à part me distraire, aimer quelqu'un, etc. Troisièmement, je suis entré dans le domaine de l'énergie parce que je voulais comprendre une révolution qui est apparue en Angleterre. On ouvre les marchés d'énergie. On m'avait toujours dit, la grande entreprise française publique m'avait toujours dit, c'est impossible d'ouvrir les marchés d'énergie. C'est impossible. C'est pas qu'on ne veut pas. Si c'était possible, on le ferait, mais on ne peut pas. Donc ça m'intéressait de voir pourquoi on pouvait. Et enfin, ça m'a pris 8 ans de comprendre comment on pouvait, mais après ces 8 ans, à partir de 2002, je suis devenu proactif, donc je me suis fait mes idées moi-même, et je ne dépends plus de personne que de moi. Vous connaissez les professeurs, ils peuvent dire toutes les conneries qu'ils veulent, tout le monde s'en fiche, y compris le professeur qui dit des conneries. Vue d'avion, je continue. À mon avis, la révolution, c'est une révolution, hein. La révolution, elle est pacifique, c'est une révolution. Renouvelable plus interactivité est bien plus grande que la révolution d'ouverture des marchés. Ouverture des marchés, c'était le système électrique va fonctionner à peu près comme d'habitude, mais les producteurs vont se pousser les uns les autres. C'est ça l'idée. Ici, c'est renouvelable et interactivité. C'est bien plus fondamental comme changement. Imaginons que tous les trains, tous les avions deviennent des automobiles électriques individuelles et sans conducteur. Vous allez me dire que je me moque de vous. Je ne me moque pas de vous, c'est exactement ça ce qui se passe. Tous les trains disparaissent ou peuvent disparaître, ils sont remplacés par des véhicules autoconduits. Tous les avions disparaissent, ils sont remplacés par des véhicules autoconduits. Et c'est ce que vous dites, l'autoconsommation, qu'est-ce que c'est d'autre? Alors forcément, c'est une révolution considérable. Et on comprend bien que si ça arrivait aux trains ou aux avions, on devrait tout revoir. On devrait revoir toutes les règles des chemins de fer, des gares, des aéroports, du contrôle aérien, parce qu'on laisserait la place aux véhicules individuels autoconduits. Et ben c'est exactement ce qui arrive dans le secteur électrique. À partir de là, vous avez tout compris, parce que tout le reste n'est que de la mise en œuvre. Bonne volonté, mauvaise volonté, plus vite, moins vite, ce n'est que de la mise en œuvre. Cette révolution, elle est partie, personne ne l'arrêtera. La preuve, regardez l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite dit notre futur, c'est pas le pétrole, notre futur, c'est l'énergie solaire. L'Arabie Saoudite. Oui, je m'amuse avec vous. C'est pas seulement une révolution, c'est une révolution progressive, progressiste. On doit être content de cette révolution. Elle est sympathique. Pourquoi? Évidemment, le grand service public du XXIe siècle, c'est de virer les gaz à effet de serre. C'est ça le service public mondial. Qu'est-ce qu'on a de plus important au XXIe siècle? Finir la pauvreté, la faim, tout ça, je suis d'accord. Hein. Mais le grand service public commun aux riches et aux pauvres du XXIe siècle, c'est de supprimer les gaz à effet de serre. Le solaire y contribue, peut-être même qu'il sera la contribution essentielle à la fin du siècle qu'on commence. D'autre part, c'est l'entrée de la France, de l'Europe dans les révolutions digitales du XXIe siècle. Tout va être digitalisé, les technologies, l'industrie, la consommation, l'école, la médecine. Et un mot dans la salle était fantastique tout à l'heure, qu'est-ce que c'est l'économie du partage? On peut partager parce qu'on a des nouvelles technologies qui facilitent le partage. Et quels sont les plus beaux mots qu'on peut utiliser dans une société? Évidemment, il y a amour, et après, il y a partage et solidarité. Et le partage est facilité par ces nouvelles technologies. Et dans le domaine de l'énergie, ça devient possible. Smart consommateur, consommation intelligente de l'énergie pour tous. Ah, fantastique. Parce que consommation intelligente, donc on ne gaspille plus. Pour tous, partage, fantastique. Et bien voilà, c'est ça. Alors évidemment, comme c'est nouveau, il va y avoir des problèmes. Le premier problème est que les réseaux de transport n'ont pas été conçus pour ça. Les réseaux de transport d'électricité ont été conçus pour porter la production. Pas de chance, aujourd'hui, quasi tous les investissements en production ne sont pas sur les réseaux de transport. Ah, shit. Deuxièmement, les réseaux de distribution eux-mêmes ont été conçus pour nourrir les appareils de consommation. Vraiment les nourrir. C'est même pas lié à nos besoins, c'est lié aux besoins des appareils. Ah, shit, aujourd'hui, ils doivent porter la production renouvelable. Ce n'est pas exactement le même métier. Troisièmement, les consommateurs. Maintenant, les consommateurs peuvent produire. Ils peuvent produire ce qu'ils consomment, ils peuvent vendre ce qu'ils produisent. Il y a des millions de producteurs consommateurs. Je suis désolé, je parle toujours anglais dans ma vie courante, parce que je ne travaille pas en France. Donc des prosumeurs. Mais ces gens sont déjà majoritaires dans plusieurs territoires d'Australie. Déjà en Australie, il y a des territoires entiers où tous les consommateurs sont producteurs. Alors, tous les réseaux électriques doivent s'adapter à cette réalité nouvelle.
les réseaux existants, transport et distribution, n'ont pas été conçus pour les producteurs-consommateurs, et bien sûr, un jour, on se posera la question, est-ce que les producteurs-consommateurs doivent payer pour les réseaux du passé, comme on les a conçus dans le passé pour les centrales nucléaires ou d'autres types de centrales? Ou est-ce que les réseaux doivent s'adapter aux producteurs-consommateurs, et les producteurs-consommateurs paieront pour les services qu'ils en reçoivent, dont ils ont besoin? Est-ce que les téléphones portables vont entretenir les lignes souterraines? Ben non, vous savez tous que France Télécom enterre les lignes souterraines, les fout au cimetière. Dans la nouvelle ce matin, hier matin, à partir de 2021, dans 5 ans, France Télécom commence à virer les lignes fixes, parce que le réseau sur les lignes fixes ne justifie plus ce trafic, cet équipement. Les billets de métro vont disparaître, parce qu'on sera contactless, donc on aura même le droit d'avoir le meilleur tarif à la consommation réelle à la fin du mois. Si à la fin du mois on n'a utilisé qu'une semaine, on ne paiera qu'un abonnement semaine. Si c'est le mois, on paiera un abonnement de mois. Si on l'a utilisé 4 fois, on paiera 4 tickets. Tout ça, c'est le 21e siècle. Est-ce qu'Internet doit payer pour la télé hertzienne? La télé hertzienne, on le sait, se rétrécit. C'est la même chose pour le cinéma, c'est la même chose sur la musique. C'est le 21e siècle, on y est, donc regardons-le comme il est. On n'est pas tous nés en 1950 comme moi, hein. Il y a des gens qui sont nés après. C'est aussi beaucoup d'opportunités, et même des opportunités fantastiques. Les prosumeurs, évidemment qu'ils sont beaucoup plus sensibles aux enjeux de la maîtrise de la consommation, parce qu'ils ont une production eux-mêmes, donc ça les intéresse de coupler les deux. Ça les intéresse aussi la demande response, ça les intéresse de s'adapter, non pas au réseau, mais au système électrique. Le système électrique est plus décentralisé, donc il a de nouvelles particularités. Et les autoconsommateurs sont intéressés à connaître, à suivre, à en discuter. C'est totalement nouveau et c'est totalement en ligne avec le 21e siècle, la décarbonisation de l'économie du partage. Le nucléaire, c'est normal, demande plus de centralisation, c'est pas un péché. 2000 MW de nucléaire, c'est une tranche, j'exagère un peu, c'est une tranche de nucléaire moderne, c'est 400 000, 600 000 personnes, donc c'est énorme, ça demande de la centralisation. Le renouvelable, évidemment, il décentralise beaucoup plus. Et le photovoltaïque, il fait plus que décentraliser, il arrive à l'autonomie des personnes, il arrive au choix de personnes, d'une famille, de voisins. Je me résume. Beaucoup plus d'opportunités que de problèmes dans cette révolution. Les problèmes sont secondaires, les opportunités sont centrales. Qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être pas aujourd'hui, mais demain, après-demain, on va le faire. Hein. Avant que je sois décédé, sauf si j'ai une crise cardiaque à la fin de la session, on va modifier la conception des investissements et de l'opération des réseaux électriques parce qu'ils doivent répondre aux nouveaux besoins légitimes. Ce sont des réseaux publics qui suivent les politiques publiques. La décarbonisation est une politique publique. Et la participation des citoyens à la décarbonisation, c'est aussi une politique publique. Troisièmement, il va falloir revoir la tarification des réseaux parce qu'elle n'a pas été conçue pour des prosumers, donc elle devra s'adapter. Quatrièmement, ces prosumers, il va falloir les lier aux nouveaux besoins du système électrique. Un système électrique plus décentralisé aura des nouveaux besoins. De services système pour faire fonctionner les flux électriques, de congestion là où ça ne peut pas passer, d'équilibrage parce qu'on n'a pas mal calculé consommation et production, donc il ne s'adapte pas, et des marchés eux-mêmes. Les marchés, c'est les systèmes de prix, hein, c'est la manière de faire circuler la monnaie, les marchés en pratique. Cinquièmement, il va falloir des nouvelles définitions des produits, qu'est-ce qui est vendu, qu'est-ce qui est acheté, des services, qu'est-ce qui est utilisé pour faire fonctionner les réseaux, des règles, qu'est-ce qui est admis, interdit, toléré, des systèmes d'information, qu'est-ce qu'on mesure, pour qui a accès, qui possède les données, et des mécanismes de prix. Conclusion, vive l'autoconsommation intelligente, parce qu'elle est notre avenir à tous, comme genre humain, et c'est l'avenir de la planète, donc hurrah, long life. Je ne suis pas seulement un plaisantin barbu et qui aime blaguer, je suis rédacteur en chef d'une importante revue scientifique internationale, Économie des politiques de l'énergie et de l'environnement, une revue américano-européenne. Je dis américano pour vous titiller, en réalité elle est 50-50. Merci à tous, que vous soyez tricolores de tous les pays, unissez-vous, parce que vous êtes l'avenir. Vous pouvez me suivre sur Twitter, j'ai déjà 17 000 tweets. Qu'est-ce que c'est Twitter? C'est l'économie du partage. C'est gratuit, il n'y a pas de hiérarchie, vous faites votre censure vous-même. Ce type-là, il change, je ne le verrai plus jamais. Celui-là, je l'adore.
10 minutes, je me tais. Merci Jean-Michel Glachan. J'avais dit qu'on allait prendre du recul, on a pris du recul, effectivement. On continue. On continue. Alors, on revient sur Terre. On revient sur l'enjeu de l'autoconsommation avec le bâtiment énergie positive. Avec vous, Florent Moretti, vous êtes adjoint-chef du bureau de la qualité technique et de la réglementation technique de la construction au ministère. Vous remplacez au pied levé, je le disais, Marie-Christine Roger. Alors, vous allez notamment nous rappeler que dans les objectifs de la loi de transition énergétique, le bâtiment s'inscrit dans une stratégie locale de l'énergie. Je vous laisse aller au pupitre. Merci. Je vous en prie. Merci, bonjour à tous. C'est celle-ci? Non, c'est l'autre? C'est l'autre, ouais. Ok, d'accord. Et là, c'est le gros bouton vert. la touche verte, ok, super. Voilà. Bonjour, donc moi je vais m'exprimer depuis un point de vue un petit peu différent des acteurs de l'énergie qui se sont succédés ce matin, puisque je viens plutôt du monde de la construction et de l'urbanisme. Et donc vous allez voir que parfois la manière d'appréhender les choses peut être légèrement différente, mais enfin il y a énormément de liens et de problématiques communes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'été 2015 a été publiée une grande loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, dont les orientations sont les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables dans les différents secteurs d'activité. Et en particulier dans le secteur de la construction, disons que ces orientations s'incarnent en quelque sorte dans un objet qui est le bâtiment à énergie positive et qui constitue la prochaine génération de bâtiments neufs qui doit être généralisé en 2020 et qui va aller plus loin que la réglementation thermique actuelle qui date de 2012 et qui avait elle-même généralisé les bâtiments à basse consommation d'énergie. Et la loi sur la transition énergétique prévoit également que les bâtiments publics vont devoir anticiper cette réglementation en étant à énergie positive à chaque fois que c'est possible dès aujourd'hui. J'avance un petit peu. Alors ce qui est important de dire également, c'est que le bâtiment à énergie positive, à notre avis, ne doit pas être considéré de manière isolée du territoire dans lequel il s'inscrit. La loi sur la transition énergétique promeut une approche assez décentralisée de l'énergie et elle soutient en particulier le développement de territoires à énergie positive, dont l'objectif est effectivement de faire des économies d'énergie et de développer les énergies renouvelables. Et en fait, le bâtiment apparaît comme un élément d'une stratégie vers l'énergie positive, c'est-à-dire qu'en fonction des situations, du potentiel d'énergie renouvelable d'un territoire, la collectivité peut avoir envie de faire porter au bâtiment une part plus ou moins importante de l'effort de développement des ENR, à côté d'autres solutions, centrales photovoltaïques au sol, méthaniseurs ou que sais-je. Donc il est important de bien voir le bâtiment, non pas comme une fin en soi, mais comme un outil ou un support pour une politique territoriale de développement des énergies renouvelables et d'économie d'énergie. Et d'ailleurs, la loi de transition énergétique dote les collectivités de nouveaux outils pour mener ces politiques. Il existe déjà les plans climat-air-énergie, différents instruments de planification. Et ce que la loi de transition énergétique ajoute, c'est que les collectivités ont désormais la possibilité, dans leurs documents d'urbanisme, de prescrire des performances plus importantes que celles qui sont demandées par la réglementation pour les bâtiments, et donc de préfigurer sur leur territoire les futures réglementations. Alors pour mettre en œuvre cette trajectoire vers 2020 vers le bâtiment à énergie positive, l'administration à laquelle j'appartiens mène depuis un an une concertation avec la plupart des acteurs de la construction, mais aussi des acteurs de l'énergie, dont certains sont dans la salle, des acteurs de l'aménagement. Et donc je vais vous donner les quelques orientations qui résultent de cette année de concertation et la trajectoire que l'on poursuit. Alors tout d'abord, quel est l'enjeu? C'est de viser une ambition pour les bâtiments neufs qui allie performance énergétique et environnementale. Donc la réglementation thermique va évoluer pour devenir une réglementation énergétique et environnementale. Pour résumer, on peut dire environnementale. Et qui va devoir traiter à la fois, comme elle le fait depuis une quarantaine d'années, les consommations du bâtiment pendant sa phase d'usage, mais aussi ses émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui a été ajouté par la loi de transition énergétique, c'est que ces émissions devront être considérées tout au long du cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va se préoccuper de l'empreinte carbone, des matériaux, de la phase de construction du bâtiment en fait. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais qui a moins de lien avec les questions d'autoconsommation et d'énergie.
L'objectif, c'est aussi de dynamiser l'ensemble de la filière, de définir une trajectoire vers 2020, en publiant dès cet été un référentiel ou un label, les choses ne sont pas encore complètement arrêtées, mais disons un document qui indique ce qu'est un bâtiment à énergie positive et qui propose plusieurs niveaux pour s'adapter aux différentes situations, aux différents potentiels d'énergie renouvelable qui sont mobilisables sur les territoires, dans les différentes situations, et aussi aux ressources de chacun, des acteurs de la construction et des maîtres d'ouvrage en particulier. Et ce qu'on propose, c'est que ce référentiel soit adossé à un observatoire pour alimenter une phase de retour d'expérience qui servira à encore mieux dimensionner la réglementation elle-même, qui sera publiée d'ici à 2020. Et tout cela sera lié à la dynamique des territoires, c'est-à-dire que les territoires les plus précurseurs pourront anticiper ou viser des niveaux de bâtiments à énergie positive les plus ambitieux. Alors qu'est-ce qui change dans le bâtiment à énergie positive par rapport aux réglementations thermiques qui se sont succédées ces dernières années? Alors les indicateurs de la réglementation thermique actuelle sont conservés. Il y a un effet cliquet dans la réglementation thermique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on améliore l'efficacité énergétique des systèmes, on ne revient plus en arrière. Et au contraire, on ajoute de nouvelles exigences qu'il s'agit de bien équilibrer. Il y a un nouvel indicateur qu'on appelle pour l'instant entre nous le bilan énergétique ou le bilan BEPOS, mais si vous avez des idées, vous pouvez me les envoyer, nous les envoyer, qu'on a voulu unique, relativement simple d'approche pour les acteurs, qui s'inspire des travaux qui ont été faits dans le cadre de labels associatifs comme le label Effinergie, et qui correspond en fait aux consommations d'énergie non renouvelables des bâtiments, que l'on cherche donc à diminuer, et que l'on permet de compenser par les productions d'énergie renouvelable exportées. C'est pour ça qu'on parle de bilan énergétique. Et donc la logique qui sous-tend cet indicateur, c'est la logique classique, le principe environnemental classique, éviter, réduire, compenser, qu'on retrouve dans beaucoup de politiques environnementales, mais appliquées au bâtiment. C'est-à-dire qu'on cherche à éviter les consommations d'énergie par une bonne sobriété énergétique, une bonne implantation du bâtiment, une bonne orientation, une bonne isolation. On aura quand même des consommations énergétiques. On cherche donc à les réduire en recourant aux systèmes qui ont les meilleurs rendements, la meilleure efficacité énergétique, et en recourant à des énergies renouvelables et de récupération. Et puis, malgré tout ça, il restera des consommations d'énergie non renouvelables. Et donc, on autorise d'une certaine manière à les compenser en produisant de l'électricité renouvelable ou de l'énergie renouvelable qui va être exportée sur le réseau. Et alors, la nouveauté par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans les labels associatifs, c'est qu'on veut essayer de dépasser le raisonnement en bilan annuel qui existe aujourd'hui, puisque les labels se fondent sur le moteur de calcul de la réglementation thermique, qui ne permet aujourd'hui que de faire un bilan annuel des consommations et des productions. Mais au cours de la concertation, il est apparu que ça ne reflétait pas bien le comportement du bâtiment sur le réseau, les difficultés qui pouvaient éventuellement se poser pour le gestionnaire du réseau. Et donc, on a chargé le Centre scientifique et technique du bâtiment de faire évoluer le moteur de calcul de la réglementation pour pouvoir faire un bilan horaire, puisque les consommations d'énergie sont aujourd'hui calculées au pas de temps horaire. Donc on pourrait également mettre en regard les productions, par exemple photovoltaïques, et les consommations d'énergie au pas de temps horaire pour avoir une vision plus exacte de ce qui entre et qui sort du bâtiment au pas de temps horaire. Et c'est une information qui peut, je pense, être très utile à la fois aux maîtres d'ouvrage et aux gestionnaires de réseau. Est-ce qu'on peut passer à l'autoconsommation dans ce contexte du BEPOS? Oui, tout à fait. On est un petit peu contraint par le temps, je suis désolé. Oui, tout à fait. Alors, l'autoconsommation, elle pourra justement être calculée, être mise en avant, c'est-à-dire que il sera distingué la part de la production photovoltaïque, si on se centre sur ce sujet-là, qui est effectivement utile au bâtiment, et la part qui est exportée. Alors je disais tout à l'heure qu'on avait une appréhension des choses un petit peu différente des acteurs de l'énergie. J'entendais beaucoup d'interventions ce matin sur l'autoconsommation au sens de la contractualisation. Hein. Est-ce que je bénéficie d'un tarif d'achat ou pas? En fait, du point de vue environnemental, ça nous est totalement égal, si je suis un peu brutal. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de constater l'autoconsommation physique. On affecte conventionnellement, mais je pense qu'on n'est pas trop loin de la réalité, la production photovoltaïque a une consommation quand elle a lieu en même temps.
Et donc, voilà, le référentiel et la méthode de calcul permettra de distinguer cette part autoconsommée, qui servira à réduire les consommations, et la part exportée. Il n'est pas du tout interdit d'exporter, et ce sera même nécessaire pour atteindre les niveaux les plus ambitieux de bâtiments à énergie positive. Et cette part exportée viendra en déduction et viendra compenser les consommations résiduelles. Et alors un point qui est également important, c'est qu'on cherche à, justement pour inscrire le bâtiment dans son territoire proche, à permettre la mutualisation de la production, alors puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, par exemple de la production photovoltaïque, à l'échelle d'un quartier. Le territoire énergie positive de demain, ce n'est pas nécessairement une juxtaposition de bâtiments qui sont tous eux-mêmes à énergie positive au sens arithmétique du terme. Si par exemple dans une opération d'aménagement, on construit des bâtiments résidentiels et une école ou des équipements publics sur lesquels on vient faire porter la production photovoltaïque, il nous paraîtrait raisonnable de pouvoir comptabiliser cette production photovoltaïque en déduction des consommations des bâtiments du quartier. Et donc c'est ce qu'on s'emploie à faire. Mince. Alors j'avais prévu quelques exemples. Mais pour conclure, oui. Pour conclure, d'accord. Ouais. Écoutez, pour conclure, du coup, on va simplement vous dire que ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il n'y aura pas un bâtiment à énergie positive, mais plusieurs niveaux de bâtiments à énergie positive, adaptés à toutes les situations, dans la phase de préfiguration de la réglementation, qui arrivera en 2020. Que ce qui est important, c'est bien d'avoir en tête la logique de réduction des consommations, d'amélioration de l'efficacité énergétique, par le recours aux énergies renouvelables par exemple, et puis en dernier lieu, la compensation des consommations qui est prévue. Et puis je voudrais aussi insister sur le fait que cette génération de bâtiments à énergie positive sera vraisemblablement déployée de manière beaucoup plus décentralisée que les générations précédentes de bâtiments à basse consommation d'énergie, parce que quand on commence à envisager la production d'énergie renouvelable, finalement ce sont les collectivités territoriales qui sont les plus à même d'analyser le potentiel de leur territoire et de faire porter au bâtiment une part plus ou moins importante de l'effort en comparaison avec d'autres solutions. Donc c'est dans cette direction que l'on s'oriente. Toujours au plus près des territoires, donc. Voilà, oui, exactement. Merci beaucoup, Florent Moretti. Merci. On peut vous applaudir. On termine avec vous, Régis Contreau, chef de produit direction développement de GRDF. Alors pour réaliser des bâtiments énergie positive, il va falloir des produits et des technologies matures, susceptibles de répondre aux objectifs. Alors où en est l'autoconsommation dans l'offre produit gaz? Je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous avez reçu mes visuels, mais sinon je On va caler tout ça. On peut commencer. Donc je suis Régis Contreau. Alors beaucoup d'entre vous, je pense, doivent se dire ce que je fais là, puisque je représente une entreprise qui s'appelle GRDF, qui est gestionnaire d'un réseau de distribution comme ERDF, mais de gaz naturel, qui en plus est une énergie fossile. Mon Dieu. Donc pourquoi est-ce que je suis là? Alors, comme tout gestionnaire de réseau, on obéit à un modèle régulé, et donc on obéit à des règles qui sont fixées par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Ces règles, elles sont simples. Elles sont pour nous d'acheminer le gaz naturel du réseau de transport jusqu'au point de consommation, en toute transparence avec les différents fournisseurs de gaz naturel et les partenaires qu'on peut avoir, notamment les fabricants, sur ces différents sujets. On est assez convaincu, et moi je le suis notamment à titre personnel, qu'on vit une révolution, que l'efficacité énergétique c'est quelque chose de très important et on ne pourra pas aller contre, qu'il faudra plus de renouvelables et que donc on doit évoluer. Et donc la Commission de régulation de l'énergie, elle nous confie une mission de développement de ce réseau de gaz. Alors développement, pas en sens, on augmente le volume acheminé sur notre réseau. Aujourd'hui, on est déjà, nous, dans une logique d'un réseau de gaz qui est moins utilisé, environ 1,5% par an. Et donc on a une mission de rester compétitif, de faire en sorte que le gaz continue à persister dans le mix énergétique d'aujourd'hui. Et pour ça, on a plusieurs actions. Notre première action, c'est de verdir le contenu du gaz qui circule dans notre réseau. Finalement, aujourd'hui, les réseaux, ce sont que des vecteurs. Que ce soit l'électricité ou le gaz, je suis convaincu que le gaz naturel a une place aux côtés de l'électricité, puisqu'on a de plus en plus de biométhane sur le réseau. Alors, on est au début de l'histoire, puisqu'aujourd'hui, ça représente vraiment un pouillème de ce qui circule dans notre réseau, mais ça devrait être de l'ordre de 10% en 2030. Deuxième action, c'est une action de développement
des produits gaz naturel. Et donc on a des actions en partenariat avec les fabricants qui visent à faire en sorte qu'arrivent sur le marché des produits qui soient plus performants, plus innovants, qui répondent mieux au contexte, et notamment au contexte qui évolue vers le bâtiment à énergie positive. Et là, c'est pile poil mon job. Mon job, c'est de faire en sorte qu'il y ait des produits qui mixent gaz naturel et production locale d'électricité, mais pas que, hein, j'ai des collègues qui font plein d'autres choses, et qui arrivent prochainement sur le marché. Notre dernière action, c'est une action de prescription qui est d'accompagner la filière vers cette évolution, vers cette révolution autour de la transition énergétique. Alors, je vois que mes visuels n'apparaissent pas, c'est pas grave. Mais non, parce que c'est une autre. C'est là où la régie doit lancer la nouvelle. Apparemment, la régie ne voilà, ouais, c'est bon, c'est parti. Maintenant, vous avez la zapette. Ah, génial. Régis, Super. vous pouvez y aller. Ok, bon, je vous refais le... C'est parti. Passe l'histoire. Hein. J'ai déjà commenté ce visuel-là, juste pour vous dire qu'on est vraiment dans une... Aujourd'hui, finalement, les besoins du bâtiment, au sens des usages de la réglementation thermique, ils diminuent, ils sont même inférieurs à l'électricité spécifique. Bon, voilà, on est du coup dans cette logique de diminution de l'utilisation des énergies fossiles, donc on verdu le gaz naturel, on fait des produits plus performants, et puis nous en parallèle, on essaye de développer, on est encouragé par la CRE à faire en sorte qu'on ait plus de clients, mais qui unitairement consomment moins. Et donc on a une politique de développement produit, et dans cette politique, il y a forcément notre chaudière à condensation, qui est un peu notre produit phare. On a aussi un développement autour de la production locale d'électricité avec des installations de cogénération, et systématiquement on recommande des couplages aux énergies renouvelables, et donc bien évidemment le photovoltaïque. Concrètement, c'est quoi ? On va lancer l'année prochaine normalement sur le marché une pile à combustible au gaz naturel qui produit chaleur et électricité pour les maisons et qui est vraiment faite dans cette logique de bâtiment à énergie positive. On a déjà sur le marché des modules de mini cogénération. Et enfin, dans le bas, je suis désolé, vous ne l'avez pas très bien, une de solutions phares, c'est de proposer, de prescrire, avec bien sûr des partenaires fabricants, des produits type chaudière à condensation et micro-photovoltaïque. Ce sont quelques panneaux qui sont installés dans des maisons et ça commence à être une solution qui est parmi les plus utilisées pour passer la réglementation thermique dans le neuf. Et c'est une solution en autoconsommation. On autoconsomme quasiment 100% de son électricité solaire. Alors, il n'y a pas franchement d'interaction pendant la vie du produit entre le panneau et la chaudière à condensation. L'intérêt là, c'est plus de proposer des produits packagés qui sont faciles à installer pour les clients finaux. Alors, quelques exemples de ce qu'on peut faire en autoconsommation. C'est bête, il n'y a jamais les polices qui suivent sur mes visuels. La police GRDF, c'est une police bien à part. Vous avez cet exemple ici de mini cogénération de 140 kW électrique. On produit chaleur et électricité pour un lycée en rénovation dans le nord Pas-de-Calais. Et puis cette opération de 29 pavillons chaudières plus kit PV dans le Calvados, où là, typiquement, il y a 250 watts de panneaux par maison. Alors c'est encore petit, ça va avoir certainement vocation à se développer dans le futur avec la génération du bâtiment à énergie positive. Où là, voilà, tous ces logements sont équipés d'une chaudière à condensation et de panneaux solaires. Et puis voilà, pour finir, pour conclure et pour laisser peut-être un peu de place aux questions, nous, on est vraiment volontaire pour accompagner cette évolution et donc on publie via notre expertise efficacité énergétique qui s'appelle CJBAT des guides. On n'en a pas encore sur le photovoltaïque, mais on a notamment une schémathèque autour du solaire thermique, un guide également qui permet aux personnes qui veulent, maîtres d'ouvrage, bureaux d'études, qui veulent faire des installations de cogénération, de savoir un peu tout ce qu'il faut pour l'installer sur le terrain. Donc voilà, on est clairement dans cette mouvance autour de l'autoconsommation. On estime que c'est un modèle vertueux vers lequel il faut tendre. Et que donc on se place aux côtés de ces technologies pour encourager leur développement sur le marché. Merci beaucoup Régis Contreau. On peut vous applaudir. Même principe que tout à l'heure, 2-3 questions. Oui, alors. Il y en a beaucoup plus. Alors qui, pour les questions, allez, écoutez, je vais faire le job.
Bonjour, Éric Poincelet, Néoplanète. C'est une question pour M. Moretti parce que plusieurs industriels nous ont parlé de ce problème. Les normes de ventilation des bâtiments n'ont pas été revues en France alors qu'ils l'ont été revues depuis très longtemps en Allemagne. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à des situations de bâtiments BEPOS où lorsqu'on a fait des mesures de pollution interne, notamment les PM2,5, nous arrivons à 5 fois le niveau de l'extérieur et nous arrivons à des niveaux qui sont quelquefois 10 fois supérieurs aux recommandations de l'OMS. C'est un vrai problème parce que les capteurs PM2,5 vont être disponibles maintenant. Ils ont baissé en prix d'une façon drastique, donc tout le monde va être équipé de PM2,5 dans un avenir très proche. Ça veut dire que tous les habitants des BEPOS, notamment, et de tout ce qui va être rénovation, vont être alertés d'une façon incroyable au niveau grand public. Tous les constructeurs japonais, tous les constructeurs asiatiques intègrent déjà dans leurs équipements de chauffage, de pompe à chaleur, etc., un PM2,5, un détecteur de PM2,5. Est-ce que vous allez anticiper cette crise ? Florent Moretti, réponse rapide. On va essayer de prendre un maximum de questions. Oui, j'avais compris sur la question portée sur les émissions de particules des appareils à l'extérieur ou sur la... On n'a pas revu, l'Allemagne a revu les normes de ventilation de tous les bâtiments, la France ne l'a pas fait. Et donc on est encore sur des anciennes normes qui correspondent à des bâtiments qui étaient des passoires. Quand on a construit il y a 20 ans, 30 ans, la ventilation n'avait pas besoin d'être très forte. Elle l'est beaucoup plus aujourd'hui. On est en train de mettre les habitants dans des capsules vraiment isolées de l'extérieur. D'accord. Alors en fait, je ne suis pas spécialiste des questions de qualité de l'air intérieur, mais j'en discute souvent avec mes collègues et les retours d'expérience que l'on a de la part de l'OQAI, de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, sont assez différents de ce que j'entends. Il n'y a pas de problème particulier dans les bâtiments à basse consommation d'énergie de mauvaise qualité de l'air intérieur en comparaison avec des bâtiments de génération précédente. Donc on pourra peut-être en discuter par la suite, mais j'ai des retours d'expérience tout à fait différents. Merci Florent Moretti. Bonjour, Guillaume David, Société Solstice. Donc, nous sommes spécialisés dans l'installation de centrales photovoltaïques dans des bâtiments à haute performance environnementale. Et donc nos clients sont de plus en plus intéressés par les schémas d'autoconsommation qui répondent bien à des objectifs de simplification et de coûts réduits d'exploitation. Or, la clé de ce système-là, c'est qu'on s'assure que le maître d'ouvrage jamais n'injectera le moins de kilowattheures sur le réseau électrique. Ce qu'il peut promettre mais n'est pas en mesure de respecter. Sur les grands projets, il est difficile d'intervenir suffisamment rapidement pour bloquer l'énergie avant réinjection. Et les particuliers, eux, n'ont même pas l'information. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de consommation dans le bâtiment parce que le congélateur est tombé, il va être amené à réinjecter. Donc on a un schéma qui semble satisfaisant, mais finalement qui opérationnellement ne fonctionne pas. Donc ma première question, c'est comment vous gérez ce sujet-là ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps finalement de fusionner ce schéma autoconsommation, ce schéma revente de surplus avec des tarifs adaptés pour que si le consommateur réinjecte temporairement quelques kilowattheures, il puisse avoir un TURP, rémunérer le TURP mais à prix coûtant. Voilà. Un bel extrait, c'est pour vous, rapidement. Oui, alors peut-être que mon intervention n'était pas suffisante pour clarifier ce sujet. Comment on gère l'injection sur le réseau, mais on la gère comme on le fait depuis 10 ans à ERDF quand on raccorde de la production décentralisée. Donc il n'y a pas de problème à réinjecter sur le réseau. La seule nécessité lorsqu'on injecte sur le réseau, c'est d'avoir un contrat d'accès au réseau. Voilà. Et donc ce contrat d'accès au réseau, aujourd'hui, il prévoit la facturation d'un tarif, et ce tarif est fixé par la CRE. Donc nous, ERDF, on est une entreprise publique, on est très légaliste, et quand il y a un tarif réglementaire, eh bien, on l'applique. Voilà. Donc la question que vous posez, c'est est-ce que le tarif reflète les coûts de réseau ? C'est peut-être ça votre question. Attendez, il y a un dialogue qui se noue, on ne vous attend pas forcément, mais il va falloir faire vite. J'ai compris, il y a cette histoire de garantie de non-injection. Elle n'est pas exigée. Attendez, ne parlez pas. La garantie de non-injection, aucun maître d'ouvrage au client qui soit petit producteur ou gros producteur n'est capable de vous tenir cet engagement. Est-ce qu'on ne se ment pas un petit peu sur ce schéma autoconsommation ? Alors, est-ce qu'on ne se ment pas ? Il y a deux questions. Vous dites aucun maître d'ouvrage n'est capable. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'il existe des dispositifs de régulation qui fonctionnent très bien. Et peu importe, nous ne les exigeons pas. Donc, je ne vois pas où est le problème. Si le client souhaite injecter sur le réseau, il peut le faire
en ayant souscrit un contrat d'accès au réseau. S'il ne souhaite pas injecter sur le réseau, à lui de trouver une solution qui permette de réguler tout ça, et je pense qu'il en existe sur le marché, mais en tout cas, elles ne font pas partie des exigences du gestionnaire de réseau. Que ce soit très clair. Voilà, vous aurez le déjeuner pour en parler. Hervé Lextré, vous restez pour déjeuner. Bonjour, Bruno Sinica, société Sole Nostrum. Nous sommes installateurs de solutions, notamment photovoltaïques, historiquement avec injection réseau, et on va de plus en plus faire l'autoconsommation. Monsieur tout à l'heure de l'Institut de sondage disait que dans la motivation pour l'autoconsommation, il y avait 24% donc, qui étaient dus à des questions environnementales. Or, il y a de la littérature, des vidéos, des choses qui circulent concernant les compteurs Linky et la pollution électromagnétique qu'ils engendreraient, et donc qui représente un frein important pour les gens qui désirent investir sur une solution en autoconsommation. Donc je voulais savoir ce que vous aviez comme argument à opposer à ce qui circule, et de manière à ce qu'on puisse avoir, nous, des arguments à opposer auprès des clients potentiels. Merci. C'est pas vraiment l'objet du colloque. Hervé Lextré. Non, effectivement, j'avais pas prévu de venir avec mon argumentaire sur les émissions d'ondes électromagnétiques des compteurs Linky, qui sont quasiment indétectables. En tout cas, un grille-pain émet beaucoup plus d'ondes électromagnétiques qu'un compteur Linky. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui malheureusement fait le buzz au détriment du déploiement de Linky. Toutes les études peuvent prouver que ces compteurs sont très faiblement émetteurs d'ondes électromagnétiques. Donc voilà, c'est un non-sujet qui malheureusement fait le buzz. Alors pour trouver la littérature sur les émissions d'ondes électromagnétiques, je pense qu'on peut en trouver sur Internet, peut-être même sur notre site. Je ne suis pas le grand spécialiste. Bon, il faut savoir raison garder. Je pense que comme toute nouvelle technologie, elle a ses détracteurs qui trouvent des fois des arguments qui sont malheureusement erronés. Laissons le temps aux compteurs de épaules. Nous sommes ici pour parler d'autoconsommation photovoltaïque. Merci à tous. Merci messieurs. Je vous laisse rejoindre dans la salle. Merci beaucoup.